Radio Pirate. Radiopirate.com. On fait ça de temps en temps, et on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on fait un bout avec le prof Caron pour Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, les deux. Juste une fois par semaine, genre. Donc, quand on a un invité, le fun, je sais qu'on va faire... Yann Sénéchal, des fois, on fait les deux qui sont à part, mais c'est des fois intéressant de mélanger les deux. Donc, ça nous fait plaisir de vous offrir pour les... Ah, il n'aime pas ça qu'on dit ça, les pirates cheap. Mais regarde, les pirates, les autres pirates, on va y aller avec quelque chose de moins... qui leur fait moins mal un peu. Ben non, c'est une joke. Pirate cheap, je trouve ça le fun. Mais c'est juste que là, on vous offre aujourd'hui le prof Caron qui est toujours dans son... Est-ce que j'ai vu qu'il faisait froid par chez vous, prof? Raconte un peu comment ça se passe. Oui, la semaine passée, pendant à peu près 3-4 jours, là, le ressenti est tombé aux alentours de moins 40, moins 45. Oh mais là, on est revenu à, à du moins 15, moins 20. Là. Mais ça, c'est des températures qui sont normales ici au mois de janvier. Là. OK. Prof Caron est professeur de sciences politiques à l'Université de Nazarbayev au Kazakhstan et chercheur senior à l'Institut pour la paix et la diplomatie. Vous devez le suivre, toujours bien intéressant sur Twitter. Et ce qu'on fait sur Radio Pirate Prime, on va jaser avec le prof pas mal plus longtemps sur Prime, mais pour Prime et Live, je veux qu'on fasse un genre de bilan de 2022. À savoir quelles ont été les affaires exceptionnelles qu'on a eues, quels ont été les couillons de la patente, les poches de l'année, puis peut-être aussi quelques petites projections sur ce qui s'en vient. J'ai hâte de t'entendre là-dessus sur ta revue de l'année. Vas-y donc avec... commençons par les trophées, commençons par les plus solides, puis descendons tranquillement vers la médiocrité. Oui, ben, je vais commencer par mon homme de l'année. Pour moi, c'est Elon Musk qui aurait dû remporter le prix. Le Times Magazine nomme toujours un homme de l'année. C'était pas lui, mais ça aurait dû être lui. Pour la simple et bonne raison qu'il contribue à faire éclater un grand mal dans les sociétés occidentales, qui est en fait l'unanimisme des politiciens puis des journalistes. Une espèce de convergence qui détruit la démocratie puis qui en vient aussi à créer une intolérance envers certaines idées. Et on voit aussi depuis quelques semaines, il expose là, la relation entre ces deux sphères-là, là, du monde politique puis du monde journalistique, qui est en fait une relation d'amant, qui a exposé au grand jour les liens entre Twitter puis le Parti démocrate aux États-Unis, le dossier d'Hunter Biden, puis bien d'autres. Donc, certains n'avaient pas encore allumé sur ce qui se passait, mais Musk, en exposant la couchette entre les médias et les politiciens, de gauche, là, évidemment, il va contribuer à réveiller encore plus de gens qui vont dorénavant se montrer beaucoup plus critiques et sceptiques. Ça, dans une démocratie, là, c'est fondamental. On dit là, que le pire défaut d'une démocratie, c'est l'unanimité. Puis c'est ce qu'on a vu en Occident, mais tu as un point extrêmement important. Prof, tu as un point important parce que on a parlé la semaine passée pour les humoristes, puis j'essaie de comprendre comment ça que cette gang-là veut absolument juste s'occuper d'un côté. Moi, mon feeling, c'est que si tu es bright, tu veux prendre la place où il n'y a personne. Je veux dire, si, mettons, j'arrive, je suis journaliste, je regarde les idées qui sont défendues, je me dis, regardons, il y a 150 personnes dans ce coin-là, puis il y en a 0 dans l'autre coin. Donc, si je veux faire ma place, comme, mettons, journaliste, parce que souvent, quand tu arrives à 20, 21 ans, 22 ans, tu sais pas vraiment ce que t'es. Es-tu de gauche? Es-tu de droite? Es-tu avec tel parti ou pas? T'es pas mal plus là pour te faire du fun puis savoir c'est où la place où ce que je peux me faire du fun. Mais là, tu t'en vas dans une gang qui est bien établie, qui liche sur le derrière de tout le temps la même gang, puis dans l'autre gang, il n'y a pas un chat. Il me semble que, naturellement, il devrait y avoir une balance. Les humoristes, la même chose. Il devrait y avoir une balance. Mais là, puis c'est pas juste au Québec en passant, là, c'est la grandeur du globe, cette affaire-là. Le journalisme, c'est une honte, prof. C'est une honte. C'est devenu des relationnistes de presse, des politiciens, là. Mais le problème, ce qui est peut-être... Il y a plus de concurrence, il y a plus de diversité aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup plus de vrais réseaux privés.
Tandis qu'au Québec, on en a déjà parlé, on le sait que depuis les dernières années, les salaires de beaucoup de journalistes sont subventionnés en partie par des subventions gouvernementales. Fait que ça, inévitablement, là, ça crée une relation où le journaliste peut plus se permettre de critiquer la main qui le nourrit. Donc, on est loin, là, tu sais, j'en parlais dans un de mes billets il y a quelques mois. On a célébré l'année dernière le 50e anniversaire du scandale du Watergate. Ça, c'était 2 journalistes du Washington Post, Bernstein puis Woodward, qui ont fouillé puis qui ont exposé la corruption de Richard Nixon. C'est à ce moment-là qu'on a parlé des journalistes comme étant le 4e pouvoir, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, le monde journalistique, qui jouait un rôle de contrepoids, de surveillance constante des politiciens pour faire en sorte qu'ils n'étaient pas corrompus, qu'ils avaient à cœur l'intérêt général. 50 ans plus tard, là, le journalisme, c'est plus le 4e pouvoir, là. C'est devenu des attachés de presse, des journalistes. Puis à l'époque où tu étais à Radio X, je me souviens, c'était Legault. Il y avait un journaliste qui avait posé une question à Legault lors de la pandémie. Puis sa réaction avait été là, ouais, vous autres, vous êtes critiques, hein? Vous nous aimez pas, là. Puis quelques mois plus tard, le gouvernement annonçait, puis la Ville de Québec aussi annonçait qu'il arrêtait d'acheter des publicités à Radio X. Donc, si tu es un média qui dépend en grande partie des subventions gouvernementales, puis tu te fais dire, dans ce cas-là, c'était ouvertement, là, tu te fais dire, si tu joues pas à game, on va te couper les vives. Ben, les médias, là, ils veulent survivre, hein? Donc, ils se mettent la tête dans le sable, ils baissent les culottes, puis ils fournissent eux-mêmes la vaseline, là. C'est exactement ça qui s'est passé au Québec, c'est ce qui se passe au Canada. C'est malheureux, on peut plus se fier sur les journalistes. Et là, heureusement, on a des gens comme Musk qui libéralisent la pensée sur Twitter. Et puis ça fait du bien. Les gens peuvent enfin avoir accès à une autre perspective, l'envers de la médaille. Puis les gens sont pas cons, là. Ils sont capables de se faire leur propre idée, mais pour se faire leur propre idée, ils doivent au moins avoir accès aux 2 côtés de la médaille. Puis ça, Musk rend un énorme service aux gens en offrant cet envers de la médaille-là. Puis, je pense que c'est important aussi de le rappeler, là, Musk, il fait pas ça avec l'argent des autres, là, mais avec ses propres billes. Fait que chapeau chapeau l'artiste. Puis, contrairement à d'autres là, qui se permettent de gagner une notoriété grâce à l'argent puis aux bombes et aux missiles des autres, là, pour ne pas nommer l'autre homme de l'année selon le Times Magazine. Oui, ce qui est drôle, c'est que Musk était l'homme de l'année en 2021. Ben, la personnalité de l'année. Là. Oui, parce que c'était un bon gars à l'époque. Là, oui, à l'époque, c'était un très bon gars. C'est ça. Mais là, c'est devenu le diable incarné. Là. Je veux dire, tu peux pas passer là, d'une année à l'autre là, de sauveur de l'humanité au pire crosseur, au pire danger pour le système démocratique là, qu'on n'a pas connu depuis Hitler. Là. C'est ça aussi le problème avec les journalistes, puis ils s'en rendent pas compte, c'est qu'ils font tellement dans l'enflure verbale puis l'exagération, de plus en plus de gens qui réalisent que c'est devenu des militants là, qui ont un message à faire passer. Puis en fait, leur message, c'est triste, c'est très basique, c'est de continuer à survivre, continuer à engranger les subventions gouvernementales parce qu'ils savent que s'ils commencent à se montrer le moindrement critique, le gouvernement va leur couper les vives. Puis ça veut dire des mises à pied. Tu sais, l'être humain, l'homme, là, avec un grand H, là, est très facile à comprendre. Il se préoccupe d'abord et avant tout de ses propres intérêts personnels. Tout ce qui dépasse là, ses intérêts personnels, l'intérêt général, là, c'est facultatif. Là. C'est pas difficile de comprendre la nature humaine. Là. Il suffit de regarder à gauche et à droite comment les gens se comportent. Puis les journalistes sont pas plus nobles que n'importe qui d'entre nous. Là. J'ai vu, d'ailleurs, parlant des menaces à peine voilées du premier ministre, c'est arrivé encore juste avant Noël. Il y a eu un genre de get-together de journalistes de Québécois, TVA et tout ça, qui étaient ensemble. Mario Dumont, puis... oui. Exact. Et là, il est en train de dire... Et ça, c'est drôle, hein, parce que il y a plein d'affaires qui sortent, puis que quand eux décident que là, c'est le temps pour eux de le dire, ça devient comme acceptable. Là, c'est la même chose sur McKinsey en ce moment. Là. Le McKinsey, à chaque fois qu'on parlait de ça, on avait l'air à une gang de complotistes. Complotistes. Et, ben oui, puis là, aujourd'hui, ben c'est
ces journalistes-là qui semblent être grâce à nous, puis grâce à Québec solidaire, puis grâce... Mais voyons donc, les affaires que Éric Duhem parlait, que nous, on parlait depuis longtemps. Là, José Legault en parle, tu sais. C'est tout dire, là. Oui, c'est ça. Donc là, il est arrivé cette histoire-là, pour les gens qui ne l'ont pas vu, je suis content que tu l'aies vu, mais il est arrivé le genre de discussion à micro ouvert. Il y a Dumont, il y a Antoine Robitaille, tout le monde de Québécois. Et en passant, le gouvernement du Québec, en ce moment, met moins d'argent. L'argent, suite à la patente sanitaire, elle est disparue. Donc, la majorité de l'argent qui rentre dans les médias en ce moment pour payer les salaires des journalistes, c'est de l'argent du fédéral. Donc, le provincial, là, on devient un peu moins, on devient un peu plus baveux, on devient un peu plus fort, là, parce que là, maintenant, on a moins d'argent d'eux autres, donc on va les brasser un peu. Et ils ont fait un tour de table qui a duré, je n'ai pas tout écouté, là, mais ça a duré peut-être 3-4 minutes. Et tout le monde passait un après l'autre pour dire comment il était pas bon. Le premier ministre avait été pas bon et mauvais pendant la campagne électorale. Et lui, il leur a répondu, avant de partir à Puerto Vallarta, il leur a envoyé un Twitter, un message. Genre, merci, c'est le fun de faire de la politique avec du monde comme vous, quelque chose comme ça. Là. Exact, une affaire de même. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, hey, ma gang de salauds, si vous pensez vous en tirer, je vous check. C'est des menaces à peine voilées qu'on a eues là. Puis ça, c'est je veux dire, un politicien, normalement, ça se fait critiquer à tous les jours, puis ça se fait encenser à tous les jours. Donc, une critique, là, Legault, ça devrait pas le surprendre, ça devrait faire partie de sa job. Mais lui, pendant 2 ans et demi, il s'est pas fait critiquer par personne. Donc là, quand les critiques recommencent, ben là, monsieur, il prend pas, puis il se permet ce genre de petits commentaires-là. Donc, c'est représentatif de ce qui s'est passé depuis 2 ans et demi. Il y a eu, là, carte blanche, monsieur, pour faire tout ce qu'il voulait. Il n'y a personne qui le critiquait. Fait que là, il commence à être surpris qu'on remet en question ses capacités d'homme d'État. Là. Donc, c'est très symptomatique de cette relation-là qui a été une relation d'amant. Là. J'étais dans le même lit, là, les journalistes puis les politiciens. Là. Je veux dire, je suivais un peu à distance les points de presse. Puis, tu sais, c'était du Guillaume Lepage là, pendant 2 heures, là, des questions des questions faciles là, de softball. Là. Il n'y avait pas d'aspect critique, il n'y avait pas de volonté de « oui, mais ça se pourrait-tu que vous ayez tort, puis qu'il y a d'autres façons de faire? » Non, c'était pas beau. Là. C'était pas un beau spectacle pour la démocratie. Donc là, on a un trophée pour Elon Musk. Moi, regarde... J'adore, j'ai autant de plaisir à lire tous les tweets qu'il peut faire dans une journée que ce qu'on en avait quand Trump s'amusait sur Twitter il y a quelques années. Donc, pour moi, regarde, c'est une révélation extraordinaire. Puis tu sais, je veux dire, j'ai même pensé m'acheter une Tesla. À sa manière, il n'est pas toujours parfait. Hein. Des fois, il écrit des conneries, puis des fois, il n'est pas très pertinent. Là. Le monsieur n'est pas parfait. Là. Il a ses travers, il a ses défauts aussi. Mais ce qu'il a fait, à même sa fortune personnelle, les gens se moquent de lui. Là. Il a perdu 200 milliards cette année. Il s'en sac, là. Il est capable de payer son épicerie quand même. Là. Puis lui, l'achat de Twitter, c'est pas nécessairement pour faire de l'argent. Je pense qu'il a réalisé, il a compris que quelque chose qui fonctionnait pas, puis il a décidé de corriger le tir. Là. Donc, faut remercier ces personnes-là. Là. Ils méritent le titre de l'homme de l'année. Qui sont les pas bons de 2022? C'est Ginette puis Yvon, les boomers québécois. C'est des gens qui ont réélu là, massivement un gouvernement qui souhaite continuer à marcher en direction du précipice. Puis pourquoi? Pour un virement Interact de 500$. Ça a essentiellement été ça. Là. Alors là, vous le voyez, là, le Québec a le pire système de santé du Canada. C'est honteux. Des gens qui passent la nuit couchés au sol avec une appendice éclatée. Un système d'éducation qui est devenu un système de propagande woke. Les petits vieux qui meurent dans leur pisse à manger de la scrap dans les CHSLD. Une province où on peut plus rien développer à cause des Khmers verts. Donc, c'est ces gens-là, les gens qui ont voté, les Ginette puis les Yvon de ce monde qui ont voté pour la CAQ, c'est des gens qui sont un peu égoïstes, là, tu sais, qui ont la tête enfouie où le soleil brille jamais. Là. Donc, ces gens-là ont permis à un gouvernement d'encore une fois d'accumuler
4 années de perdu qui vont s'ajouter aux 4 années précédentes. Puis dans les livres d'histoire du Québec, dans 50 ans, là, cette période-là, là, on va l'appeler la petite noirceur legaultiste. Il y a eu la grande noirceur duplessiste. Duplessis avait quand même plus d'envergure intellectuelle que Legault. Donc, dans le cas de Legault, là, on va plutôt parler, je pense, de la petite noirceur legaultiste. Ça me rappelle une blague. J'ai fait une adaptation d'une blague soviétique que les gens ici dans la région se plaisaient à raconter pour se moquer de leurs dirigeants. Puis, donc, vous imaginez, vous avez Parizeau, Bouchard, Charest puis Legault dans un train qui s'immobilise soudainement. Fait que Parizeau, c'est le premier à parler, puis il dit « C'est la faute des immigrants si le train avance plus ». Bouchard, c'est le second à prendre la parole, puis il dit « Si le train avance plus, là, c'est parce que les employés des chemins de fer, les cheminots, là, ils travaillent pas assez, là. C'est une gang de paresseux. » Charest, il dit « Bon, ben, dis-moi... » Non, mais pas assez fort. Moi, c'est ça. Moi, Charest dit « Moi, j'ai les deux mains sur le volant, fait que ce qu'on va faire pour que le train avance, on va leur donner une petite subvention pour que les employés des chemins de fer, les cheminots, se remettent au travail en échange d'une petite ristourne qu'ils vont redonner à mon parti. » Puis lui, Legault, il dit simplement « Fermons les rideaux du train, puis imaginons-nous qu'il se remet en route pendant que je lis un roman, puis on va réouvrir les rideaux dans 4 ans. » C'est excellent. Bon, les Soviétiques, ils prenaient Staline, Lénine, oui, c'est ça. Brejnev, mais je veux dire, dans le cas québécois, là, c'est ça. Là. Les 4 dernières années, ça a été de l'immobilisme. Il n'y a rien qui s'est passé. Le système de santé a empiré. Puis là, les 4 prochaines années, là, le Québec se dirige là, encore une fois dans la même direction, le même précipice. Puis ça, les dommages qui sont faits maintenant vont avoir des conséquences là, exponentielles pour les jeunes d'aujourd'hui. Là. Mais bon, c'est inévitable quand ceux qui votent pour la CAQ, pour Legault, ben c'est un peu des pense-petits qui ont essentiellement là, juste voté pour un virement Interact de 500$. Puis là, ça donne bien, ils s'en sont fait promettre un autre là, dans une couple de semaines là, pouvant atteindre, je pense, là, jusqu'à 2000$ ou quelque chose comme ça. Là. Ils sont crampés, là. Ils sont bien contents. Monsieur Legault, là, faites un bon travail, continuez. Ça, c'est du pense-petit, c'est penser à ses petits intérêts personnels, là, sans vision d'avenir. Puis ces gens-là devraient penser à leurs enfants, leurs petits-enfants, puis leurs arrière-petits-enfants qui vont être obligés là, de verser plus de 50% en taxes et impôts pour pouvoir soutenir un système éléphantesque, l'État-providence québécois qui n'est pas soutenable. Là. Ça peut plus fonctionner comme ça avec le déclin de la démographie. Les changements auraient dû être faits depuis des années déjà. Puis, c'est ça. Les gens préfèrent voter pour l'immobilisme. On ferme les rideaux, puis on s'imagine que tout bouge, puis on rouvrira les rideaux dans 4 ans. Mais j'ai comme, sans les défendre, les boomers, je sais que les boomers, c'est pas la clientèle pour le Parti conservateur. La clientèle du Parti conservateur, c'était les X. Donc, les boomers, pour eux autres, c'était comme... D'abord, ils ne comprenaient pas trop l'histoire d'Éric Duhaime. Éric Duhaime, en plus, pour beaucoup d'hommes boomers, je ne suis pas certain que c'est le type de personne qu'ils aiment. Ils sont dans leur époque. Là, puis en plus, c'est un gars qui ne paye pas ses comptes. Hey, pas responsable, ça. Hein? Ben oui. Mais il n'y avait pas grand-chose pour eux autres. Je veux dire, le Parti libéral est un parti complètement fucké. Le Parti québécois devrait être bouffé par la CAQ. My God, qu'on n'est pas choyé pareil quand on regarde ça. Non, ben, puis tu sais, concours de circonstances, hein, le Parti québécois, là, son chef ne serait pas élu si une voleuse s'était pas présentée contre lui là, pour Québec solidaire. Là. Tu sais, là, les journalistes, là, le Parti québécois est en train de renaître de ses cendres. Là. Comment le Parti québécois là, a été chanceux comme ça se peut pas, là. Parce qu'il sera en train de se chercher un chef en ce moment, là. L'UTT du vol de la candidate de Québec solidaire dans la circonscription de Saint-Pierre-Plamondon. Là. Puis le Parti libéral, parti à la dérive, hein. Ça se presse pas aux portes là, pour devenir chef de ce parti-là. Là. Non, sauf que je continue à dire que Éric Duhaime a une réflexion à faire et que... Parce que... Il n'est pas minuit moins 25. Là. Moi, j'ai 55 ans. Dans mon cas, pour qu'il soit capable de garder mes enfants, il est minuit moins 1. Là. Moi, mes enfants vont faire leurs affaires pour être ailleurs.
Oui, il est 1h30 du matin, là. Je n'ai absolument aucune intention de rentrer au Québec. Absolument aucune, là. Donc, il est tard, c'est ça que je veux dire. Et là, monter un parti, puis commencer à avoir la confiance des gens en ce moment. Je sais que ça se fait. Mais vous êtes un parti de droite, puis qui va être démoli par les médias de Québécois pour toute son existence. Mm-hmm. Je pense qu'on rêve en couleur. Il faut rentrer dans un parti qui existe. Il faut récupérer. Oubliez le Parti québécois, c'est la CAQ. La CAQ, c'est le PQ 2.0. C'est le Parti libéral qu'il faut rentrer dedans et qu'il faut commencer à ramasser. C'est notre seul moyen d'essayer de faire quelque chose rapidement puis d'être capable de battre la CAQ dans 4 ans. C'est le seul moyen. Ouais. Bien ça, c'est un autre truc à surveiller en 2023. Ça va être la professionnalisation du Parti conservateur, là. Puis ça, c'est nécessaire, là. C'est vraiment l'année où Éric Duhaime doit solidifier son leadership sur le parti. Donc, il va avoir un vote de confiance, là, je pense, là, en 2023. Donc, c'est son premier défi, là, faire taire ses opposants à l'interne là, qui réclament sa tête, sans qui le parti, de toute façon, aurait eu 1 ou 2% des voix. Puis une fois qu'il aura réglé ça, là, le temps, ça va être pour lui de professionnaliser le parti, le préparer aux prochaines... S'il décide de ne pas fusionner ou faire une coopération quelconque avec le Parti libéral, donc préparer le parti aux prochaines élections, s'entourer de professionnels de la politique, des gens qui vont être capables de développer des bases solides dans les circonscriptions, parce que c'est ces organisations-là qui constituent la colonne vertébrale là, d'une victoire, de la lutte sur le terrain. Donc, c'est un travail de l'ombre, ça implique moins d'exposure médiatique. Donc, 2023, ça devrait être pour Éric Duhaime une année ingrate où il va vraiment là, se mettre là, se mettre les mains dans le chenoute puis vraiment là, bâtir là, les véritables bases du parti qui vont lui permettre d'être plus compétitif dans 4 ans. Puis c'est aussi graduellement faire connaître des gens dans le parti qui un jour vont être appelés à devenir candidats. Donc c'est non seulement leur donner une notoriété, mais aussi montrer qu'il y a des gens compétents aussi qui l'entourent dans ce parti-là. Là. Donc, dans l'éventualité où le parti en viendrait, hypothétiquement parlant, à former un gouvernement, que les électeurs soient capables de se dire ce candidat-là pourrait être un bon ministre de l'Éducation, celle-là, une bonne ministre de la Santé. Ça, c'est nécessaire. Là. Le parti ne doit pas être un one-man show. Éric Duhaime doit commencer à trouver des gens, faire en sorte qu'ils obtiennent... Ils développent une notoriété et qu'ils soient aussi en mesure de montrer leurs compétences dans des domaines très précis qui montrera aux électeurs que c'est pas des coucous, c'est pas des complotistes, c'est des gens extrêmement compétents qui ont des idées valables à défendre, puis ils feraient pas pire que la gang à mon oncle Legault, là. Sauf que ça peut pas être le Parti conservateur du Québec, ça peut pas être un show de radio fait sur Facebook avec un animateur avec un casque d'une réceptionniste chez Bell Canada. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir que, c'est ça, qu'il y ait une prestance, il va falloir qu'il y ait une organisation, il va falloir que, justement, s'il ne veut pas joindre un parti déjà, bon, c'est sûr que le Parti libéral, c'est plus le Parti libéral du temps, mais il y a quand même un brand qui a marqué l'histoire du Québec. Donc, est-ce que c'est récupérable? Sinon, il faut qu'il y ait une structure et une manière de se présenter qui montre au reste du monde, et incluant les fameux médias sales qui vont l'attaquer continuellement, qu'ils ont une prestance qui est plus grande que la gang un peu tout croche de Québec solidaire, la gang un peu tout croche du Parti québécois, la gang tout croche maintenant qui se sont joints à ce gang-là du Parti libéral. Donc là, tu as raison. Le gros de la job, c'est de donner une méga crédibilité. Il faut que ça devienne, là, quand je regarde Éric Duhaime et tous ceux qui vont nous présenter, il faut que dans ma tête, sans aucune gymnastique quelconque, je vois là-dedans des potentielles personnes qui vont gérer à la place. À date, je l'adore, Éric, c'est mon ami. Mais à date, j'ai l'impression que c'est un show de radio sur Facebook avec un gars qui se met un casque de réceptionniste de Bell Canada. Ouais, mais est-ce qu'il y a d'autres options devant lui, hein? C'est un peu ça le problème aussi, là. Les médias vont toujours avoir tendance à le diaboliser. Moi, pendant la campagne électorale, je me souviendrai, j'avais dit, moi, je pense qu'il devrait boycotter les médias traditionnels parce que ça devient contre-productif. Il est incapable de véritablement faire passer son message. 100% d'accord. Donc, mais
quelles sont ses alternatives à part ces shows de radio sur Facebook? Ben, si tu le fais, faut que tu le fasses avec des décors, faut que tu le fasses avec un côté, faut que tu investisses là-dedans, faut que ça ait l'air big, faut que ça ait l'air présidentiel, faut que tu aies, regarde, il y a des gens de mode, son conjoint est quelqu'un de mode, il faut qu'il soit habillé comme s'il se levait le matin et qu'il se couchait avec des habits de chez Zara dans son lit. Il faut qu'il y ait cette prestance-là. Donc, c'est ce côté-là là, que je ne sais pas. Tu sais, je comprends. Effectivement, c'est la plateforme où il peut se faire entendre, mais je trouve que ça fait un petit peu cacaille. Oui, oui. Tu sais, prof, moi, tu disais tantôt l'espèce de petite noirceur, l'époque Legault. Mais quand le Québec est sorti de la fameuse, on va le mettre en parenthèse, l'espèce de grande noirceur, est arrivé les libéraux au début des années 60. Oui. Il y avait une espèce de... Tu sais, il y avait un genre de modernité. Il y avait quand même un speech, autrement dit, un genre de Québec Inc. Il y avait je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans le discours. Il y avait quelque chose de frais, je ne sais pas comment dire ça. Il y avait l'équipe de Jean Lesage, là, à l'époque, on l'appelait l'équipe du tonnerre. Parce que justement, lorsque le parti s'est présenté, c'était Paul Gérin-Lajoie, c'était René Lévesque, c'était Jean Lesage qui avait été un député, un ministre libéral à Ottawa, qui avait aussi remporté le prix là, du plus bel homme du Canada. Donc, je veux dire, le parti, là, c'était pas juste le parti de Jean Lesage, c'était le parti d'une équipe qui était prête à révolutionner le Québec. Donc, c'est ça le défi maintenant d'un parti qui tourne essentiellement autour d'un seul individu. Donc, Éric Duhaime, il va être obligé là, de laisser de la place, faire confiance à des individus qui sont prêts à s'investir, qui sont charismatiques, qui sont capables de défendre des idées et de prouver aussi qu'ils sont compétents. Lorsqu'il va se présenter dans 3 ans et demi, dans 4 ans aux prochaines élections, que les gens se disent « Ouais, ben s'il en venait à former le gouvernement ou même l'opposition officielle, ben on serait quand même bien servi. Parce que c'est pas une gang d'inconnus qui étaient peut-être des complotistes là, pendant la pandémie, on peut pas trop en avoir confiance. Non, tu sais, puis ça, c'est son défi aussi de construction, de professionnalisation du parti. La question aussi, c'est qui va accepter ouvertement de vouloir se joindre au Parti conservateur dans un environnement politico-journalistique au Québec qui est complètement toxique, là. Parce que faire le saut, une personne qui est reconnue, faire le saut au Parti conservateur, c'est presque un suicide professionnel, là. La personne va recevoir des tomates, là. Donc, mais là, comme tu dis, prof, il faut qu'on laisse la place aux autres. Et c'est une équipe que ça prend. Ça ne peut pas être un one-man show. C'est une équipe. Il y en a des gens de qualité alentour de lui qu'on ne connaît pas assez. Karim El Ayoubi, c'est une star. OK? Karim El Ayoubi, il a tout l'accent, les mots, l'intelligence, le savoir. Il passe bien. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit omniprésent. Je pourrais en nommer d'autres également. Mais là, c'est le temps que c'est plus qu'une campagne. Tu as 4 ans pour le faire. Là, ouais. Là faut que ça... Il pourrait nommer un espèce de cabinet fantôme, donc des gens qui sont associés à des dossiers, les finances, la santé. Puis lorsqu'Éric est sollicité pour participer à une entrevue à Radio-Can ou peu importe, ben, il délègue un de ses porte-paroles de son cabinet fantôme, permettant aux gens de ces gens-là de se faire connaître, prouver leurs compétences, puis les voir aussi débattre avec les gens qui ont été élus là, il y a une couple de mois, là, puis montrer que finalement, ils auraient peut-être fait une meilleure job qu'eux autres, là. Ça, c'est du gros travail de terrain. C'est ingrat. Puis Éric Duhaime, je le connais pas, là. Je sais pas si c'est dans sa personnalité d'accepter de partager le stage. Puis de permettre à ces gens-là aussi de se faire connaître. Mais je pense que c'est un élément majeur dans une possible victoire de son parti, ou en tout cas d'un développement de son parti, là. Parce que ça peut pas rester, un parti politique peut pas rester un one-man show. Même les politiciens les plus centrés sur eux-mêmes le comprennent, là. Puis ils ont toujours fait de la place à d'autres, là. Donc ça va devoir être le cas en 2023 pour préparer les prochaines élections.
Puis il y a des partiels aussi, là. Ça, c'est toujours le défi d'une partielle. Faut que tu envoies quelqu'un. Les partiels, c'est l'occasion aussi pour la population d'envoyer leur message de mécontentement par rapport au parti, au pouvoir. Donc, si Éric est capable de trouver des bonnes têtes, puis il y a une partielle dans un an, dans une circonscription qui est quand même gagnable, c'est là où il pourrait enfin avoir son accès à l'Assemblée nationale. Il n'aurait pas besoin d'aller débaucher un obscur député d'arrière-ban de la CAQ pour pouvoir y faire ses conférences de presse, là. Il pourrait mériter lui-même sa place à l'Assemblée nationale en faisant élire un bon candidat. Ça implique une personne connue. Oui, exact. 2023, donc beaucoup de défis pour Éric Duhem. Quelles sont les autres choses qu'on va surveiller en 2023? Donc, on a un œil sur l'économie. L'économie est... bon, il y a plein d'affaires là-dedans. Là. Il y a, on a Davos cette semaine là, où on va se faire la morale par des riches qui vont nous dire qu'on consomme trop. Puis eux autres vont manger des grands repas dans des grands hôtels, dans des grandes places pour des réunions au centre des congrès, 5 étoiles. On arrive là soit par avion nolisé du gouvernement ou encore des jets privés. Et ces gens-là vont nous dire que nous, les pauvres, la gale, on consomme trop puis qu'on est en train de briser la terre. Les salauds vont nous dire ça cette semaine. Donc, oui. Mais ça, c'est le côté vert. Donc, le côté vert va être quelque chose à surveiller dans l'année. Ouais, moi, et je fais un lien avec l'Ukraine aussi. J'appelle des Khmers verts. Des gens qui veulent nous rééduquer. Au Cambodge, la dictature de Pol Pot, les Khmers rouges, puis systématiquement tous les intellectuels puis les gens qui n'étaient pas parfaitement intégrés dans la logique communiste, ils se faisaient envoyer, soit ils étaient exécutés ou ils se faisaient rééduquer dans des camps de rééducation. Donc, c'est exactement ça, les écologistes, là. C'est des Khmers verts. Ils sont pas là pour discuter de quoi que ce soit. Pour eux, là, la Terre là, est en feu. Il nous reste 10 ans à vivre. S'ils défendent une pensée qui c'est un dogme religieux, c'est inutile d'essayer de convaincre ces gens-là qui sont peut-être torts à l'aide de données scientifiques. Et vous les critiquez, ben, ils vont vous considérer comme le diable incarné. Puis ça, c'est malheureux, mais le système d'éducation occidentale endoctrine les jeunes. C'est essentiellement en train de devenir du lavage de cerveau. Puis c'est ces individus-là de 10-12 ans qui, dans 10 ans, même pas, dans 10 ans, vont exiger d'eux-mêmes des limitations à leur liberté pour sauver la planète. Moi, j'ai entendu un philosophe français il y a une couple de semaines à la radio qui disait « Ben là, on n'a pas le choix. Pour sauver la planète, là, il va falloir qu'on impose une limite du nombre de fois que dans une vie, les gens vont pouvoir prendre l'avion. Oui, j'ai entendu. 2-3 fois dans une vie. Puis là, l'animatrice a dit « Oui, mais les gens qui ont de la famille, qui habitent dans d'autres pays, à l'extérieur, sur d'autres continents, il faut bien que ces gens-là se voient. » Puis sa réponse a été ben, « Les gens vont être obligés de commencer à apprendre à se voir un peu moins. » Tu sais, là, les gens, c'est levé de bouclier, mais quel débile. Mais le problème, c'est que, tu sais, les woke, là, il y a 20 ans, les idées débiles dont tout le monde riait, là, ben aujourd'hui, elles sont devenues acceptables, ces idées-là. Fait que là, ce philosophe-là, il dit une connerie, mais cette connerie-là, dans 20 ans, ça va devenir la norme. Parce que vous avez là, un système d'éducation qui est en train de brainwasher des jeunes à accepter que cette idée-là est la bonne et qu'on doit vraiment se limiter, manger moins de viande, moins voyager. Mais évidemment, pendant que les gens du World Economic Forum, eux autres, comme tu disais, ils continuent à se déplacer en jet privé, puis qui mangent du filet mignon, puis qui résident dans des hôtels 5 étoiles. Là. Mais eux autres, c'est correct, eux autres, parce qu'ils défendent quelque chose d'important. Là. Ils ont le droit de voyager, ces gens-là. C'est comme Bruno Marchand, il a le droit là, d'aller à Copenhague pour voir comment fonctionne le tramway qui a cessé de fonctionner il y a 50 ans à Copenhague. Il a le droit, lui, là, de se déplacer avec une demi-douzaine de personnes pendant 10 jours pour voir tout ça. Là. Parce qu'il veut sauver l'Antarctique. Tu sais, les pingouins, là, c'est important. Là. Lui, il a le droit. Mais toi puis moi, là, non. Faut qu'on reste chez nous, qu'on sorte pas. Puis qu'on fasse plus de barbecue, là. Parce que bon, ça, là. Tu sais, ça va être à surveiller en 2023 parce que le problème, c'est que c'est comme une fuite vers l'avant.
il y a toujours, c'est comme si c'est une compétition à quel politicien va proposer l'idée verte la plus excentrique. Tu sais, l'année passée, ben là, c'était le tramway à Québec. Là, 2023, c'est le grand inconnu, là. Qu'est-ce que Valérie Plante va nous sortir comme idée débile? Qu'est-ce que Catherine Fournier à Longueuil va nous sortir comme idée complètement farfelue? Tu sais, c'est toujours ça un petit peu à surveiller d'année en année. Parce que c'est une escalade d'idées de toujours de plus en plus stupides pour sauver la planète. Fait que ça, c'est à voir en 2023. Quelle maire va nous sortir l'idée environnementale la plus farfelue qu'il n'y a pas, qui va dépasser en termes de burlesque l'idée de Bruno Marchand de faire un tramway que personne ne veut à Québec. Alors que, tu sais, les bus du RTC, là, on discutait avec ma mère au téléphone hier, puis elle me disait, tu sais, devant chez nous, sur le boulevard Sainte-Anne, là, en après-midi, là, le 53, là, il y a 2 personnes dedans, là. Il y a personne. Les bus du RTC, là, à l'extérieur des heures de pointe, là, pas un chat dedans. C'est un désastre. Là. C'est un désastre. Non, mais il faut qu'on fasse un tramway, il faut qu'on ajoute une offre à une offre qui est déjà trop importante à la base. Là. Tu sais, les pingouins, l'Antarctique. Mais ils réussissent. Ils réussissent continuellement quand même. Ben, oui, parce je pourrais prendre un paquet d'exemples. La clientèle, les jeunes, tu sais, si tu te fais répéter la même affaire depuis 10 ans, tu sais, les dernières statistiques que je consultais, c'est il y a à peu près 35 à 40% des jeunes, des 18-34 ans, qui veulent pas avoir de kids parce qu'il faut pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Et tu te dis, non, mais pour sauver l'humanité, il faut arrêter de se reproduire. Vous voyez pas là à quel point ça marche pas, qu'il y a quelque chose de fondamentalement ridicule dans cette idée-là. Mais tu sais, quand tu es éco-anxieux au point de dire je veux pas d'enfants, je veux me priver de la joie de voir mes enfants grandir, se développer, parce que c'est pas bon, ils font dans des couches, puis ils polluent. Tu sais, quand t'es rendu à dire un enfant, un être humain, ça pollue, on doit pas en avoir parce que les gens ont perdu la boule, là. Mais quand t'en es rendu à penser comme ça, c'est que c'est le résultat là, d'une décennie, voire plus, d'un système de lavage de cerveau intense, là. Puis ça, ben, c'est pas les parents qui font ça, hein. Ça se passe dans les écoles, là. Puis on l'a vu pendant la campagne électorale, là. Il y a des profs qui enseignent dans les écoles, là, c'est des drôles de moineaux, là. Moi, je voudrais pas que mes enfants soient près de ces gens-là, là. Mais ça touche beaucoup de monde. Parce que je prenais une vidéo en fin de semaine d'un kid, un gars de peut-être 25 ans, là, probablement bien sorti tout frais de l'université de UCLA ou quelque chose comme ça. Donc, là, lui, il est en train de filmer des endroits où il y a eu énormément, il y a eu quasiment 7-8 tempêtes qui ont défilé. C'est la dernière aujourd'hui qui rentre dans le coin de Los Angeles. Sont durs à suivre parce que il y a quelques années, ils nous disent il ne mouillera plus jamais à Los Angeles. Ça va devenir donc la continuité du désert de la Californie va se rendre jusqu'à la côte. Là, maintenant, il mouille comme il n'a jamais mouillé. Malheureusement, on ne fait plus de réservoirs pour des raisons écologiques. Donc, l'eau s'en va dans le Pacifique. Donc, quand il y aura une sécheresse, il va nous manquer d'eau à ce moment-là parce qu'on n'a pas fait le travail les dernières années qu'on aurait dû faire pour des raisons écologistes. Mais là, j'écoutais le discours du jeune homme et il disait « c'est la faute de l'automobile ». Puis, tu vois, c'est un beau bonhomme puis qui n'est pas cave. Là. Il disait « c'est la faute de l'automobile, tout ce que nous voyons là ». Puis il montrait les images de tout ce qui était, toute la boue qui était descendue, puis un bout de chemin qui était arraché. Et là, finalement, quand on fouille un peu, cette région-là du monde, même avant l'automobile, il y avait ce genre dans leur climat à eux, il y a ce genre d'événements-là qui arrivent, je ne dis pas à tous les ans, mais ça leur arrive régulièrement. Mais lui, dans sa tête, c'est quelque chose, ça vient d'arriver. Donc, lui, il y a 2 ans, il disait, il ne mouillera plus jamais. C'est la faute des voitures. Là, il mouille trop, c'est la faute des voitures. Donc, ils ont réussi à aller brainwasher pas pire. Puis même un peu plus vieux. Tu sais, je prenais ce matin Michel C.O.G. Je dis ce matin. Je ne sais pas si ça a été publié samedi ou dimanche. Moi, je ne lis pas la fin de semaine. Donc, j'ai lu ça très tôt ce matin. Le gars, il dit, parce que tout le monde est à la défense de Mme Brochu, qui était l'ancienne patronne d'Hydro-Québec, parce qu'elle ne voulait pas de nouveaux barrages. Et là, lui, il explique qu'il ne faut pas de nouveaux barrages, il ne faut pas d'énergie supplémentaire, il ne faut plus rien faire. Puis si on en a besoin, il faut y aller avec de l'énergie renouvelable.
comme si l'eau, ça n'était pas. Là, ça veut dire du soleil et des palmes, donc des fans qui tournent sur des poteaux. C'est la seule chose. Donc, pour lui, prendre une grande place dans le nord où il n'y a personne qui vit, de remplir ça d'eau, de faire des réservoirs, de créer des barrages et de fournir de l'électricité qui est très, très, très green, à leurs yeux, ça, maintenant, c'est devenu nocif. Donc, à partir de... les commentaires en dessous de son tweet, c'est 100% une risée. Les gens rient de lui carrément. Mais n'empêche que c'est quelqu'un que les politiciens lisent. Oui. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, l'histoire de l'étudiant en Californie, c'est la faute des voitures. C'est un peu la logique religieuse, là. Logique religieuse, les gens, ils se posent pas de questions, là. Ils obéissent à des dogmes, puis c'est ça qui est ça, là. C'est comme les sorcières de Salem. Tu sais, au 17e siècle, là, c'est il se passe des calamités dans le village. C'est à cause des sorcières dans le village qu'on les brûle. C'est exactement la même chose. Là, ce qu'on brûle, c'est pas des êtres humains, peut-être que ça viendra un jour. Ce qu'on brûle maintenant, c'est des voitures. Les voitures qu'on met au pilori. C'est exactement la même logique. C'est des gens qui ont une vision religieuse, ils se posent plus de questions, ils obéissent à des dogmes, puis ils imposent leurs dogmes. Puis le problème aussi, c'est les dogmes, ces dogmes-là sont de plus en plus partagés. Puis à un moment donné, un journaliste qui veut continuer à avoir une carrière, il veut continuer à être lu, à être embauché, il faut qu'il embarque dans la parade. Hein. Si tu sautes du train, là, puis tu commences à prêcher une autre parole, tu vas prêcher dans le désert, tu vas te faire accuser, tu vas être isolé, tu n'auras plus de contrat. Puis, ultimement, si en plus tu es assujetti à un code professionnel, tu peux te ramasser avec une plainte de quelqu'un. Puis, tu vas perdre ton droit de pratique. C'est ce qui est en train d'arriver à Jordan Peterson, le psychologue en Ontario, qui fait face à des poursuites là, de la part de son ordre professionnel parce que lui a eu le courage de dire l'inverse de la doxa dominante. Oui, moi, ça m'est arrivé. Je sais très bien ce qu'il vit. Là. Moi, je n'ai pas d'ordre, là, mais il y en a une pareille. Là. On a la gestion de plus en plus évidente d'un paquet de dirigeants dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la société. Toutes les entreprises, maintenant, sont gérées par des woke qui, d'ailleurs, c'était ça à Hydro-Québec, by the way. Là. Le gros des réunions pour les gens qui étaient près de Mme Brochu, c'était pas sur est-ce que notre réseau est fiable? Est-ce qu'on a assez d'électricité pour... Hey, d'ailleurs, dans l'article de COG, il reprend les idées de Mme Brochu. C'est que Mme Brochu, elle, si, mettons, quelqu'un est prêt à venir investir 15 milliards pour une autre aluminerie, mettons, au Saguenay, on devrait dire non. Donc, moi, j'ai été élevé dans une région où s'il n'y avait pas d'aluminium, on est mort. S'il n'y avait pas de bois, on est mort. Aujourd'hui, c'est devenu de la... Alors que tout ce qu'on a alentour de nous, c'est pas mal d'aluminium. Je veux dire, il y a beaucoup d'aluminium alentour de nous. On a des besoins. Donc, cet aluminium-là doit se faire quelque part, mais nous, on veut s'enlever d'une des expertises les plus... écoute, c'est une de nos fiertés, l'aluminium. Et on veut s'enlever de là parce que non, il faudrait faire des barrages si jamais on invite les producteurs d'aluminium à s'en venir. Donc, c'est complètement malade quand tu regardes. Les politiciens ne veulent pas se ramasser avec Greta Thunberg qui débarque à Montréal en chaloupe avec tous les caméras de la planète pour blaster un projet de développement économique. Là. Pour un politicien sans couilles comme Legault ou ses ministres, là, ça serait la pire des catastrophes. Là, parce qu'ils auraient tous les groupes écologistes, tous les groupes gauchistes, tous les jeunes, ils auraient sur le dos. Là. Fait que, la firme McKinsey doit leur recommander très fortement à coût de centaines de milliers de dollars de ne pas faire un move comme celui-là. Donc, t'es dans un système. Elle avait froid en fin de semaine. T'es dans un système. Elle avait Madame Greta, la jeune Greta, elle avait froid en fin de semaine à sa démonstration. Là, c'est plus une petite fille. Puis là, je pense qu'on peut commencer à être un peu plus critique à son égard. Là. Puis qu'on enlève les gants. Là. Tu sais, c'est une adulte maintenant. Là. Donc, on peut commencer à la traiter en tant que telle. Là. OK, c'est une adulte. Elle n'a plus la sucette dans la bouche. Là. C'est plus trop sweet, son affaire. Là. C'est une adulte. Là. Qu'on n'est pas elle n'a pas l'air à savoir où elle est. Elle n'a pas l'air à savoir qu'est-ce qu'elle fait. Elle a comme l'air un peu de genre de mascotte qu'on amène dans un événement. Elle ne sait pas trop ce qu'elle fait. Là.
sais, là, elle avait froid, elle cherchait ses gants, elle cherchait sa tuque, elle cherchait son capuchon. Elle avait juste hâte de crisser son camp à gelée, là. Ouais, c'est ça. C'est devenu un front. Ses apparitions doivent coûter la peau des fesses aussi, là. Elle doit très bien vivre, là, la madame, là. Oui, c'est ça. Hein. Donc, elle doit avoir des contrats assez juteux. C'est incroyable. Je ne déplace pas bénévolement, là, pour l'amour de la planète, là. Il suffirait qu'un journaliste, là, avec un peu de créativité, se mette à fouiller, là, puisse avoir accès en Suède. Je crois que c'est un des pays scandinaves, les revenus des citoyens sont publics. C'est une question de transparence. Donc, si c'est le cas, je serais très, très, très curieux de savoir combien la petite madame elle vaut, puis à combien elle charge de l'heure pour ses apparitions et ses soutiens à des grandes causes, là. Hey, prof, merci. Si on se mettait à creuser, là, on se rendrait compte le vernis de noblesse, là, il craquerait assez rapidement, je pense. Ce qui est drôle, c'est que la manifestation, c'était contre l'extension d'une mine de charbon. Et c'est les Greens, dans les années passées, qui ont fait des manifs pour arrêter le nucléaire en Allemagne. Donc là, les Allemands sont comme... Les Greens ne voulaient plus de nucléaire, puis là, à peu près 10 ans plus tard, ils ne veulent plus de charbon. Ils manifestent contre le charbon, mais en réalité, ça prend de l'énergie. Ben c'est ça, mais ils n'ont pas la fameuse transition énergétique, là, dont ils parlaient depuis 10 ans, là, ils ne l'ont jamais faite en réalité. Là. Ils sont restés entièrement dépendants du gaz russe. Là. Puis avec la situation en Ukraine, ben là, la situation leur pète en pleine face. Puis j'étais en Europe au mois de décembre, puis je parlais à un commerçant en particulier à Paris, puis lui, il la trouve pas drôle. Là. La hausse là, du gaz et l'électricité, là, il trouve pas ça le fun pantoute, là. Non. Ouais. Prof, merci de ta visite. On va se prendre un autre rendez-vous d'ici une couple de semaines. Yes. On va faire le tour à ce moment-là de la guerre en Ukraine puis tous les autres sujets qui vont s'ajouter. Je dirais que l'actualité est très généreuse pour nous autres. Donc, merci de à suivre en passant pour les gens qui aiment le prof Caron ici même sur Radio Pirate Prime et sur Radio Pirate Live. Très le fun à lire sur Twitter. Il commence à mettre du gaz pas mal, le prof. Donc, un des très bons joueurs sur Twitter, si vous voulez le suivre. Donc, on va y en reparler plus régulièrement en 2023. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio.